Qui sont-ils? Quelles sont leurs attentes et les enjeux dans leur statut de collaborateur? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Dans cet épisode de Collaborator, je tends le micro à Ronan de Beauchamp, élève avocat chez Harfait Avocat. Avant de se lancer dans le droit, Ronan a connu une première vie professionnelle dans la Marine nationale. Un rôle aussi exigeant que fascinant en tant qu'opérateur d'écoute en surface. Pendant 5 ans, il a scruté les sous-marins, interprété les silences et détecté l'invisible dans une mission de veille stratégique où l'attention au moindre détail est cruciale. Puis il a choisi de changer de cap, presque 30 ans, reprendre ses études, se confronter au droit et se lancer pas à pas vers une nouvelle vocation, devenir avocat. Un saut radical, mûri, porté par l'envie de se réinventer sans renier ce qu'il a appris dans sa première vie professionnelle. Alors pourquoi cette bifurcation? Qu'est-ce que la rigueur militaire apporte-t-elle dans un cabinet d'avocats? Comment on vit le fait de reprendre ses études quand on arrive avec un bagage solide? Et surtout, comment on se projette quand on est à la fois junior et déjà expérimenté? Ronan raconte son parcours avec une grande honnêteté, sans effet de manche, et avec ce mélange rare de recul, curiosité et de détermination tranquille. On parle aussi de collaboration, de rythme de travail, de regard extérieur sur la profession et de projection à long terme. Un épisode pour celles et ceux qui doutent, qui bifurquent ou qui se demandent s'il est encore temps de suivre une nouvelle voie. Bonne écoute! Bonjour Ronan, merci beaucoup de venir parler de ton parcours au micro de Collaborator. Un parcours, on va le voir, bien différent d'autres parcours. On va rentrer dans le détail de tout ça, mais avant toute chose, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocat? Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Et pourquoi vouloir devenir avocat? Je pense que l'idée vient plutôt de mes proches à la base, quand j'étais plus jeune. Et plus particulièrement de ma mère, parce qu'en fait j'avais la fâcheuse tendance à toujours vouloir argumenter face aux reproches qu'elle pouvait me faire à moi ou mon petit frère, et donc du coup elle avait souvent tendance à me dire tu feras un bon avocat. Alors espérons que l'avenir lui donne raison, mais voilà, je pense que c'est né de là, et après j'ai grandi avec cette idée qui s'est confortée sur le long, même si j'ai été un peu rattrapé par la réalité par la suite, donc voilà. J'ai voulu te recevoir aussi parce que en fait, tu as eu une carrière avant de devenir avocat, et ça va être un peu le fil conducteur de notre échange aujourd'hui. En réalité, aujourd'hui, tu es sur la fin de tes études d'avocat, tu es en stage final, si je dis pas de bêtises, mais par contre, tu as eu une carrière pro avant. Est-ce que tu peux nous mettre le contexte justement de quelle était ta carrière? Pourquoi, à un moment donné, il y a eu bifurcation? Est-ce que tu y avais pensé en amont et en fait ça vient après? Voilà, un petit peu l'historique, la chronologie de tout ça. Alors dans ce cas, on va revenir pas mal d'années en arrière. Donc comme je t'ai dit, je voulais être avocat, et j'étais confronté à la réalité, c'est que faut être honnête, à l'école, j'étais pas brillant. J'ai formidablement loupé mon brevet. Je suis parti en filière professionnelle. D'ailleurs, filière professionnelle ne veut pas dire échec forcément, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre le moment où on le choisit, où on le subit. Moi, en cas d'espèce, je l'ai plutôt subi. Donc je suis parti en BEP Vente, où j'enchaînais directement après avec un bac pro commerce. Et même en filière professionnelle, je n'étais pas très bon. Quand je suis arrivé en terminale, j'avais toujours cette idée d'être avocat, mais mes professeurs, et je leur en veux même pas, parce que en fait ils avaient plutôt une vision pragmatique de la chose. Ils m'ont dit écoute, déjà essaye d'avoir ton bac, puis avocat on verra après. Et donc j'ai eu mon bac sur le fil, je crois que j'ai eu 10,2, 10,3. Et donc j'ai commencé ma vie d'adulte avec 2 idées. La première, c'est que je serais pas avocat, et la deuxième, c'est que l'école n'était pas faite pour moi, tout simplement. Donc s'ensuit une petite période où je fais pas mal de petits CDD en tant que vendeur et autres. Et donc en réfléchissant à ce que je pourrais faire de ma vie, j'avais cette volonté de m'engager donc dans l'armée, plus particulièrement dans la marine. Et donc j'ai enclenché le processus de recrutement. Et ce qui est assez ironique, c'est que le dernier CDD que j'ai effectué, donc c'était en 2012,
donc c'était hier. Le dernier CDD que j'ai effectué, c'était auprès de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, parce qu'en 2012, la télédéclaration n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, c'est la norme. Le principe, c'est la télédéclaration, l'exception, c'est le papier. À l'époque, non. Et je crois que un tiers ou un quart des contribuables devaient télédéclarer à l'époque, mais c'était vraiment en expansion. Et il y avait cette volonté de le démocratiser au maximum. Et donc, ils ont recruté en externe des gens pour pouvoir accompagner les particuliers dans leur télédéclaration. Donc, c'est le dernier CDD que j'ai effectué avant d'intégrer la marine, parce que quand tu rentres, en fait, quand tu commences le processus de recrutement dans l'armée, jusqu'à sa finalisation pour la réponse, c'est un délai d'à peu près 6 à 9 mois. Et donc, je découvre la fiscalité à ce moment-là, sans savoir que ça allait potentiellement devenir mon métier de demain. Et je me rends compte à quel point c'est technique, etc. Mais bon, voilà, le processus de recrutement a été lancé. On m'a dit oui. Et me voilà parti pour rejoindre les rangs de la Marine nationale en tant qu'opérateur d'écoute. Et donc, opérateur d'écoute, pour ceux qui ont déjà vu le Chant du Loup, c'est l'équivalent d'Oreille d'Or, mais en surface. Bon, mes amis Oreille d'Or, s'ils m'écoutaient, s'arracheraient les cheveux, mais je vulgarise un peu, mais c'est l'idée. Et en fait, si tu veux, tu vas faire du renseignement radio, radar, et tu pars beaucoup en mission. Et donc, ça a été vraiment des années incroyables, vraiment passionnantes, où je me suis retrouvé à faire plus d'une trentaine de pays, parce que l'avantage, c'est qu'on est en mer, mais on fait aussi quand même des escales. Et voilà, je pouvais me retrouver à faire une randonnée sur des éléphants en Inde, 2 semaines après, faire de la plongée en Afrique. Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez riche et d'assez fort. Et à l'époque, je devais avoir à peu près, je crois, 23 ou 24 ans. Mais c'est posé la question au bout d'un moment quand même de la projection sur la vie. Moi j'étais matelot et je regardais un peu ce que faisaient mes chefs. Donc c'est des gens qui avaient peut-être 30, 35 ans. Et c'est vrai que le métier, la vie embarquée, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est, comme je te dis, c'est très riche, on vit plein de choses, on rencontre plein de gens, on va dans des pays où on n'irait pas forcément comme ça pour faire du tourisme, et pourtant il y en a qui valent vraiment le coup. Et donc du coup, comment te dire, j'ai vraiment eu une sorte d'appréhension en me disant, oui mais là ça me plaît, mais sur le long, est-ce que je vais pouvoir construire quelque chose? Parce que quand tu es embarqué, quand tu pars en mission, le bateau va parvenir parce que tu as ton meilleur ami qui va se marier, ou ton frère, malheureusement même pour les enterrements, pour les naissances. J'ai des amis à moi qui n'ont pas vu leurs enfants naître parce qu'ils étaient partis en mission. Alors, première escale, on te prend un vol pour pouvoir retourner en France. Mais bon, c'est quand même une vie particulière. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir à ça. Ça s'est su sur le bateau. Et la particularité, quand on est opérateur d'écoute, désolé, c'est un peu long, mais c'est vraiment important pour mettre le contexte. Quand tu es opérateur d'écoute, en tout cas quand tu es en opération, en OPEX, tous les 2 jours, tu fais ce qui s'appelle le briefing opération. Et dans le briefing opération, tu vas expliquer les forces sur place, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, tu as plusieurs protagonistes qui interviennent, et donc, dont l'opérateur d'écoute. Et la personne qui parlait juste après moi était météorologiste océanographe, pour faire un point sur la météo, etc. Et il est venu me voir un jour, il m'a dit, écoute, j'ai appris que tu te posais quand même des questions sur le long, etc. Mais il faut que tu saches que déjà météorologiste, on en recrute en interne, et que l'avantage, c'est que autant quand tu es opérateur d'écoute, la valeur ajoutée, elle est forcément qu'en extérieur. Il faut que tu sois en opération. Là où un météorologiste peut avoir une valeur ajoutée, que ce soit sur le bateau, évidemment, pour les pilotes, pour la navigation maritime ou aérienne, mais également depuis la terre, tu vois, pour les bases, etc. Et il m'a dit, ça peut être très intéressant. Je te sens à l'aise à l'oral, parce que c'est quand même un métier où tu dois beaucoup t'exprimer. Il m'a dit, honnêtement, tu devrais le tenter. Et donc, je candidate au poste de météorologiste océanographe, et je me souviens encore de la fiche de poste où c'était marqué, je crois, bac S mention très bien, enfin dans les prérequis, bac S mention très bien, prépa d'ingé, etc. Et moi, j'ai dit, mais attends, je postulais, ils vont jamais me dire non. Il me dit, essaie quand même. Donc, je pose. Et il faut reconnaître quelque chose à l'armée, de manière générale, c'est que c'est un des rares endroits au sein de notre société où l'ascenseur social fonctionne encore. Parce qu'en fait, quand tu candidates, il y a 2 lectures. La première lecture est évidemment sur ton dossier scolaire. Bon, voilà, je t'ai dressé le portrait, donc on a deviné, voilà. Et la deuxième, c'est que par contre, on regarde ton dossier militaire. Parce que tous les ans, tu es noté pour ton avancement en grade, etc. Donc voilà, il y a ce suivi. Et je me souviens, quand j'avais postulé, pour l'anecdote, l'officier en charge du recrutement m'avait dit, quand j'ai vu votre dossier, j'ai cru que mes collègues m'avaient fait une blague.
qu'ils avaient posé un dossier comme ça, histoire de et tout. Mais il a dit après, j'ai vu le dossier scolaire, votre dossier militaire, pardon, et j'ai vu que du coup, en tout cas, il était plutôt sérieux. Donc voilà, on a fait l'entretien, ce qui s'est bien passé. Il m'a dit, moi, je vous fais confiance. Et me voilà parti à Météo France, en école d'ingénieur. Donc je me retrouve avec une promo. Alors moi, j'étais le seul à être pris en interne, les autres étaient pris en externe. Donc eux, voilà, des profils très matheux, très voilà. Et ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que la formation de météorologiste, un peu à l'instar de la formation de médecin dans l'armée ou d'infirmier, et ben en fait, pour un médecin, le corps humain d'un militaire, c'est le même que le corps humain d'un civil. Et donc, du coup, ils suivent leurs études de médecine à la fac de Lyon. Les infirmiers, je crois que c'est à Lyon aussi, mais je suis pas sûr. Et donc, à l'instar pour la météorologie, c'est la même chose. Et donc, du coup, les militaires sont formés à l'école de Météo France, avec les civils, en fait, tous mélangés. Et donc me voilà arrivé retour à l'école quelques années plus tard et je me souviens très bien du premier cours de maths où le prof a commencé à écrire au tableau des signes que je ne connaissais même pas, des epsilon, etc. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, dans quoi je me suis embarqué, bref. Et donc les 3 premiers mois ont été assez compliqués. Et il y a quelqu'un qui allait devenir major de promo plus tard, mais qui m'a tous les soirs prenait du temps pour m'expliquer les cours, pour faire une remise à niveau. Et du coup, au bout de 3 mois, ça m'a permis de raccrocher les wagons et de terminer tout le processus, toute la formation de météorologiste sonographe. Sauf que du coup, forcément, ça a réveillé en moi quelque chose. Et comme je t'ai dit au début, j'avais vraiment fait une croix sur l'école. J'avais accepté, je me suis dit, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Attends, il y en a pour qui poussent pas leurs années d'études. En fait, c'était juste pas le bon moment. Exactement. Et en fait, je me suis vraiment retrouvé à la croisée des chemins entre... donc, je termine ma formation de météorologiste. Et là, on vient de me proposer un contrat de 10 ans. Parce que, vu que j'avais été pris en interne, ils n'avaient pas été très précautionneux. Et il me restait à peu près 1 an au sein de la marine. Et donc, ils sont venus me voir en me disant, voilà, bah écoutez, on vous propose 10 ans de plus. Et je me suis dit, bon... Donc, j'avais 26 ans, j'allais avoir 27. Et je me suis dit, bon, c'est simple, c'est soit je vais à fond, je fais carrière dans la marine, soit on part maintenant et on se relance, voilà. Et tu vois, je veux pas être spectateur de ma vie. J'ai des amis qui sont plus âgés que moi et qui ont pu me faire part de leurs regrets des fois dans leur choix de carrière. Et je me suis dit, bah écoute, je me lance. Donc 27 ans, cette fois-ci l'école c'est fait pour moi et me voilà sur les bancs de la fac en première année de droit parce que j'ai pas pu faire valoir toutes les matières que j'avais pu étudier étaient plutôt scientifiques, physique de l'atmosphère, maths, etc. Donc du coup je me voilà en première année de droit en licence. Donc tu arrives il y a 5-6 ans en première année de licence. Tu fais tout ton cursus. On va peut-être aller un peu rapidement là-dessus, si ce n'est, sauf s'il y a des choses un petit peu atypiques là-dessus. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est la réflexion sur le monde des avocats, sur l'arrivée. Enfin, tu vois, là, t'es arrivé du coup à l'école d'avocat il y a 1 an et demi à peu près. Il y a les recherches de stage, il y a la réflexion sur ce qu'est ce monde-là au-delà de ce qu'on projette quand on est jeune ou quand on t'était à la DGFiP et tu voyais un petit peu peut-être de près ou de loin ce qui était le droit fiscal notamment que tu as choisi. Déjà, ma première question, pourquoi le droit fiscal ? Ouais. Et ben en fait, bon alors t'as raison, donc licence, s'il y a quand même une note, c'est quand même quand t'arrives à 27 ans, t'as 8 à 9 ans d'écart avec les gens de la promotion, donc ça fait bizarre au début, mais au final, voilà, ça s'est très bien passé de ce côté-là. Et donc du coup, pourquoi le droit fiscal ? Et ben déjà, faut noter quand même que cette période à la DGFiP, même si elle a été relativement courte, ça m'avait quand même donné cette idée. Et puis il faut être honnête, c'est-à-dire que j'ai repris mes études, je voulais pas non plus aller dans une branche, je voulais être sûr que ce soit une branche qui ait de l'avenir, voilà, où il y avait vraiment... Il y a du travail et il y a de l'argent à se faire aussi, enfin on va parler cash, c'est le cas de le dire. Mais... Il y avait une situation, déjà la reprise d'études c'est assez compliqué, t'es obligé de travailler à côté, etc. Donc non, il fallait évidemment quelque chose. Et donc du coup, la fiscalité, déjà, je crois que c'est une citation de Benjamin Franklin. Qui dit que rien n'est certain par la mort et les impôts. Je suis pas sûr de l'auteur, mais il me semble que c'est lui. Et exactement. Et en fait, du coup, voilà, la fiscalité aura toujours de l'avenir. Et donc, du coup, je fais un master 1 en fiscalité.
master de droit fiscal. Et ce que j'ai oublié de préciser ici, quand même, c'est que sur la réflexion pour devenir avocat, j'ai eu la chance, dans le cadre de ma licence, de pouvoir rencontrer, dans le chargé de TD, il y avait des avocats, etc. Donc, en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés sur le moment qui n'ont fait que confirmer ma volonté de devenir avocat. La fiscalité, c'est ce que tu dis, ça s'est inscrit vraiment très rapidement. Et donc, du coup, j'ai fait un premier stage, c'était à Toulouse, chez Maître Léguevac, à MySmartCab à l'époque. Et c'est vrai que j'avais cette appréhension parce qu'on est en fin de licence, donc j'avais 30 ans, 29 ans ou 30 ans, 29 je crois. Et c'est vrai que c'est très différent, tu vois, quand tu arrives avec un profil comme ça, voilà. Et honnêtement, j'avais même un peu peur. De la posture d'un stagiaire, alors que tu as l'âge des collaborateurs qui ont 4-5 ans d'expérience. Ouais, même plus âgé que certains collaborateurs. Et avant même d'aller sur ce stage, j'avais même une appréhension dans le cadre du recrutement. En me disant, mais attends, il va regarder mon CV, il va se dire, mais il n'y a pas de cohérence, etc. Parce que... Justement, sur les recrutements que tu as pu avoir, est-ce que tu l'as senti comme un frein? Est-ce que tu l'as senti comme une opportunité? Est-ce que tu l'as senti... Bon, en fait, ceux qui te parlaient étaient hyper intrigués et donc ça a apporté un petit supplément d'âme. Comment tu l'as perçu? Comment tu le perçois aujourd'hui, même en fin de parcours, quoi? Pour être honnête avec toi, au tout début, je me suis dit ça va vraiment être un énorme frein. Ils vont tous... enfin, j'aurai jamais de réponse, etc. Et au final, ça a été plutôt tout le contraire. Je pense que ça a suscité chez certaines personnes qui ont eu l'occasion de me recruter dans le cadre de stage une certaine curiosité. Et non, au final, ça en a retiré que du positif. Il faut comprendre aussi que quand tu arrives en tant que stagiaire à un certain âge, ils vont quand même être, en tout cas j'ai l'impression, ils vont quand même être plus, ils vont tout de suite te donner plus de responsabilités, te faire un peu plus confiance, etc. Même si ça se gagne sur le long, hein. Mais en tout cas, jusqu'ici, vraiment, j'ai eu de la chance dans tous les stages que j'ai effectués. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que du coup, je suis rentré en école d'avocat en janvier 2024. Donc 6 mois de scolarité formidable avec des gens formidables qui n'ont fait que confirmer mon envie de devenir avocat, pardon. Et donc, j'ai fait mon premier PPI dans un cabinet d'avocats au conseil, le cabinet Briard et Bonichot. Et pour la petite anecdote, vraiment, c'est assez fou. En fait, Maître Briard est commandant de réserve dans la Marine nationale. Et en 2019, il était parti en mission Jeanne d'Arc, qui est la mission des officiers. Et j'avais pu le rencontrer, mais sans savoir à l'époque, qui il était et qu'on allait être amené à travailler ensemble plus tard. Donc non, vraiment, au final, ça a été qu'une valeur ajoutée. Maintenant, il y a quand même des difficultés dans le cadre de la reprise d'études. C'est qu'il y a une réalité économique, c'est-à-dire que se relancer dans des études pour 1 ou 2 années, à la limite, voilà, c'est quelque chose que je prévois. Moi, du coup, au final, ça aura duré 7 ans. Bon, il y a ce côté-là aussi à prendre en compte quand on se lance comme ça. Et je rebondis sur ce que tu disais sur le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui avait bossé, qui était un militaire, et j'ai pu échanger avec des avocats, pas plus tard que la semaine dernière, qui étaient engagés, pas de manière exactement, et ils me disaient que ça avait l'un servait l'autre et l'autre servait l'un, mais que leur engagement, ils le ressentaient et ça avait un intérêt dans leur travail d'avocat parce qu'il y a un côté responsabilité, engagement. Alors évidemment, on parlait, l'idée c'est aussi de se faire de l'argent, c'est notre travail, mais il y a un côté quand même dévouement pour son client, pour la cause, pour la problématique. Est-ce que toi, tu vois une corrélation et un parallèle à faire entre ces deux vies dans un premier temps? Et la deuxième chose que je voulais te demander, justement par rapport au stage que tu as pu faire, est-ce que tu arrives, et ta précédente vie de pro, à justement bien prioriser les sujets? Et c'est peut-être ça aussi, prioriser les sujets, peut-être résumer certaines informations qu'on va donner. Enfin voilà, il y a peut-être plein de soft skills qui ont été plus simple à assimiler parce qu'on connaît le côté carré militaire, quoi. Écoute, c'est vrai qu'il y a quand même, comme tu dis, il y a des soft skills, la rigueur, aussi une capacité, je pense, à travailler de manière soutenue, parce que je fais le parallèle avec la marine, mais quand tu es opérateur d'écoute, tu fais ce qu'on appelle du quart, et donc vous êtes plusieurs à un poste, il y a toujours quelqu'un sur ce poste, et donc tu vas travailler jour et nuit.
et sur des périodes des fois relativement longues. Donc c'est vrai que je comprends ce qu'ont dit ces avocats, parce que c'est vrai que ça te donne une certaine rigueur, une volonté aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime beaucoup le contentieux fiscal. C'est pour ça que j'ai fait un deuxième master 2 en plus pour me donner une deuxième corde à mon arc. Et c'est vrai que je le sens en tout cas quand j'ai des dossiers qui me tiennent à cœur, etc., que j'ai vraiment cette envie combative, tu vois, qui est présente. Et je pense que ça vient de l'armée nécessairement, quoi. Parce que tu vois, par exemple, sur la fiscalité, on a la fâcheuse tendance à imaginer que c'est quelque chose d'assez froid. Et au final, pas du tout. Là, actuellement, je suis en stage final chez Arfait Avocat avec Paul Ferralchoul et Antoine Riac. Et par exemple, Paul a des dossiers sur la solidarité fiscale. La solidarité fiscale, c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas, mais c'est-à-dire, c'est majoritairement des femmes, malheureusement, qui se retrouvent à devoir payer les dettes de leur mari ou des personnes avec qui ils étaient pacsés. Et au final, je veux dire, c'est une bataille acharnée contre l'administration pour faire valoir leurs droits. Donc, je vais pas rentrer trop dans les détails, etc. Mais voilà, il y a des choses qui m'animent, et je sens que cette combativité corrèle en fait avec un peu mon passé de militaire, quoi. Donc je comprends très bien. Et d'ailleurs, je pense rapidement devenir réserviste une fois que le processus est terminé, mais les choses étape par étape. Ok. Et qu'est-ce qui te... Alors tu rentres, tu mets un pied là dans la profession, mais il y a quelque chose qui te... Justement, avec le fait que t'es déjà bossé, t'as déjà fait des études, t'arrives avec un certain bagage, une certaine expérience, etc., qui te frappe sur cette profession d'avocat, parce que on le disait tout à l'heure avant d'allumer les micros, quand on est jeune avocat, qu'on a 24, 25 ans, on arrive, on accepte beaucoup de choses, à tort ou à raison, mais en tout cas, on va dans le moule. Quand on arrive avec ton expérience, il y a des choses qu'on n'a pas envie forcément d'accepter, ou alors on les voit mais on les questionne, ou on se dirige vers des types de structures ou de cabinets qui font en sorte d'accepter qui on est ou comment on veut exercer. Et il y a quand même des bizarreries parfois. Oui, t'as raison, on se questionne, mais d'un côté aussi on doit les accepter, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que quand j'ai repris mes études, j'ai fait un deal avec moi-même en me disant, écoute, t'as 27 ans, il va falloir que tu retournes dans le corps de quelqu'un de 19 ans. Alors évidemment, comme je t'ai dit, il y a quand même une approche qui est différente, mais c'est le jeu. C'est-à-dire que quand j'ai des co-stagiaires, c'est pas parce que je suis plus âgé que je vais forcément avoir un traitement différent. Et de toute façon, je le voudrais pas, tu vois. Donc, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai accepté. Ça peut être frustrant. En fait, pour vulgariser, je suis un collaborateur dans un corps de seniors. Tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a une frustration, mais c'est pas grave dans le sens où là, je vais rentrer dans ce métier. Je suis déjà très content d'y être arrivé. Et je vais mettre, s'il faut mettre 2 à 3 fois plus d'énergie qu'un collaborateur classique, je le ferai. Et je suis sûr et certain que je compenserai et rattraperai, entre guillemets, ce retard. Mais non, je l'ai accepté. Ça faisait partie du jeu. Vraiment, ça faisait partie du jeu. Et voilà. Mais non, mais c'est très clair. Et puis, effectivement, il faut accepter les règles du jeu pour pas avoir de frustration là-dessus. Comment tu t'es renseigné, alors autant sur les masters et les études, mais sur les cabinets d'avocats, quand tu as dû aller chercher tes stages, quand aujourd'hui tu es dans, j'imagine, une réflexion sur la collaboration, le cabinet que tu vas pouvoir rejoindre à court, moyen terme, quand on est dans autour de nous, on a beaucoup de personnes qui ont fait du droit, quand on est dans les études depuis des années, quand on a potentiellement des frères, des sœurs qui en ont fait, on baigne dans un truc où on sait exactement où aller chercher l'information, encore que. Comment toi, qui viens d'un monde qui est aux antipodes de tout ça, tu vas chercher l'info, comment tu t'es renseigné? C'est hyper intéressant de savoir, et s'il y a eu des erreurs ou des choses géniales, les petits tips, moi j'aimerais bien que les personnes qui écoutent ce podcast puissent aussi en bénéficier. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je ne connaissais absolument aucun avocat avant de me lancer sur cette reprise d'études. Bon, très vite, ça change sur le long, mais c'est vrai que je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir une telle typologie de cabinet. Vraiment, c'est assez hallucinant. Donc, on peut vulgariser en disant les petits, les moyens et les gros cabs, mais après ça se subdivise, etc. Mais c'est vrai que déjà, il faut comprendre, c'est que il y a les types de cabinets à Paris et en dehors de Paris.
Moi, j'étais à Toulouse pendant plusieurs années. Je suis arrivé à Paris il y a 1 an. Et déjà, rien que là, j'ai dû revoir complètement la logique parce que je suis arrivé avec mon PPI donc au cabinet Briard et Bonichot, sans stage fille. Alors qu'en fait, les processus de recrutement à Paris, c'est des fois 1 an et demi, 2 ans avant. Donc moi, j'arrive la fleur au fusil en juillet et au final, on me dit non mais attends, tous mes amis qui étaient à Paris, tout le monde avait son stage final. Donc tu vois, là, il y a eu 2 lectures. Tu as eu la lecture avant d'arriver à Paris, où j'ai pu faire par exemple un stage chez KPMG Avocat, qui représente vraiment les plus gros cabinets au niveau de la province. Et ensuite, quand je suis arrivé à Paris, on m'a appris, on m'a fait découvrir les anglo-saxons, les américains. Alors vraiment, je suis arrivé vraiment très, très tranquille. Et donc, je me suis quand même posé cette question, tu vois, de savoir quel type de cabinet pourrait me correspondre. Et donc, quand j'ai candidaté en stage final, j'ai eu la chance d'être pris dans plusieurs cabinets qui répondaient quasiment aux 3 critères, les petits, les moyens et les gros. Et j'ai préféré me lancer sur un plus petit cabinet. Déjà parce que avec le stage en cabinet d'avocat au conseil, j'ai quand même pu voir des très beaux dossiers, des assez gros dossiers. Et je me suis dit, ça peut être intéressant aussi de voir une approche peut-être plus humaine, plus concrète en tout cas, auprès d'un petit cabinet. Et donc du coup, j'ai pu rejoindre le cabinet RF Avocat. Et c'est vrai que tu vois, je travaille directement avec les associés, les rendez-vous clients, je les fais quasiment à chaque fois, en tout cas sur tous les dossiers sur lesquels je peux être amené à travailler. Et les échos que j'ai de mes amis qui sont dans d'autres cabinets, c'est que c'est pas forcément comme ça. Tout simplement parce que plus tu vas sur des grosses structures, plus c'est protocolaire, entre guillemets. Mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, que là, je termine mon stage final. Et au final, je vais pas directement enchaîner sur une collaboration. Je vais partir sur un stage complémentaire, vu que je fais un master 2 de contentieux fiscal cette année. J'ai la possibilité de faire un stage en plus. Et donc, cette fois-ci, je vais me tourner sur des cabinets un peu plus gros pour voir vraiment comment ça fonctionne et vraiment faire mon choix en ayant le plus de connaissances sur ces types de cabinets, parce que tant qu'on n'a pas vécu les choses, on est obligé de s'appuyer sur l'expérience des autres. Ce que j'allais te dire, et te demander surtout, parce qu'en fait, tu fais ton étude un peu du marché, cabinet de province, cabinet parisien, à Paris, petit, moyen, gros, les big, etc. Mais comment tu l'as fait, en fait, concrètement, cette étude? C'est les retours de tes amis, tu parles à des gens qui sont dans la profession? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, je me suis nourri de l'expérience de mes proches là-dessus, mais je suis pas quelqu'un de forcément timide, donc aussi, j'hésite pas à appeler les cabinets pour savoir comment ça se passe. Ou maintenant on a LinkedIn qui nous permet quand même de contacter les gens, donc voilà, on peut quand même avoir une idée assez rapide. Mais voilà, jusqu'ici j'ai eu beaucoup de chance dans mes stages, je suis toujours bien tombé sur les cabinets. Mais je pense quand même que tu vois, si j'étais parti directement sur un plus gros cabinet, je me serais forcément demandé mais comment c'est dans un petit, etc. Donc après bon, je peux pas multiplier les expériences, donc là promis c'est la dernière et après je me lance. Mais c'est vrai, tu vois, que surtout après tant d'années, je veux vraiment me lancer en collaboration sans me tromper, tu vois. Donc vraiment avoir ces idées. Justement, pour pas se tromper, on va venir justement sur la projection. Mais tu dis, bah là, je me suis pas trompée sur mes stages. J'ai eu plusieurs offres, j'ai choisi celle qui me paraissait cohérente. Comment tu fais ton choix? Est-ce que c'est sur... en fait, tu vas nous dire, mais sur le fond des dossiers, est-ce qu'il y a un côté feeling? Est-ce que c'est ton expérience passée qui te dit, bah attends, ce petit radar-là, il s'est allumé, il faut pas y aller ou faut y aller? Bah, c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus on comprend un peu mieux les rapports humains. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui est essentiel, c'est il faut vraiment qu'il se passe quelque chose à l'entretien. C'est-à-dire qu'il faut que je vois que les personnes en face, humainement, ça peut matcher. Ça veut pas dire qu'on va devenir potes, hein, loin de là. Mais il faut qu'il y ait cette chose-là. Et ça m'est déjà arrivé de refuser un stage, alors qu'on m'avait accepté. Parce qu'en fait, dès que je suis rentré, je me suis dit non, ça va pas être possible. Parce que après, on est amené à travailler ensemble au quotidien. Et voilà. Et moi, j'ai pas fait tout ça, si tu veux, pour subir. Parce que là encore, l'expérience de mes proches, j'entends des choses qui sont insoutenables. Mais moi, je pourrais jamais travailler, s'investir dans les dossiers, même des fois déborder sur les week-ends, etc. Il n'y a pas de problème. Ça, je l'accepte complètement. Mais toujours dans le respect. Et malheureusement,
Voilà, j'ai eu des échos, enfin voilà, d'amis ou la manière dont peuvent parler les associés parce qu'ils sont stressés. Alors ok, on est humain, on peut être stressé, mais c'est aussi un être humain que tu as en face de toi. Donc il faut que ton approche, voilà. Donc, mais jusqu'ici vraiment, je touche du bois. Hein. Ouais, exactement. Merci. Jusqu'ici vraiment, à chaque fois, les rapports humains, voilà. Donc c'est-à-dire que pour répondre vraiment à ta question, comment je choisis ? En fait, ça se passe à 2 niveaux. Le premier, évidemment, c'est sur le type de cabinet, donc plutôt orienté en fiscal et idéalement avec un peu de contentieux fiscal. Et ensuite, vraiment, dans l'entretien, le contact humain, le feeling. Très, très important, primordial même. Très clair. Ouais. Comment, si on se projette un petit peu du coup, comment tu vois toi, sur les prochaines années, ta façon d'exercer ton métier d'avocat, ta façon d'exercer ton métier d'avocat fiscaliste, justement, dans quel type de structure? Est-ce que ça va être très vite vouloir prendre ton envol, ton indépendance dans une petite structure, tes propres clients? Est-ce que, si c'est le cas, tu vas vouloir te dire, je me mets sur une niche, peut-être avec des clients dans les secteurs que tu connais très bien, avec des connaissances que tu as? Est-ce que, à l'inverse, c'est dans des très gros cabinets? Est-ce que tu t'es déjà posé un peu là-dessus? Toujours, mais si tu veux, je suis bien placé pour le savoir, il faut faire attention quand on se projette à pas se projeter trop loin. C'est-à-dire que voilà, il y a court, moyen et long terme. Là, sur une vision, une projection à court terme, tu vois, ce que je te disais, je veux quand même voir un cabinet un peu plus gros pour me faire une idée, faire ma collaboration en conséquence de ces expériences, et ensuite, je ne serais pas capable de te dire si j'aimerais très rapidement monter mon cabinet ou pas. Par contre, il y a quelque chose il y a quelque chose de vraiment sûr, c'est que je veux vraiment développer de la clientèle très rapidement. J'ai déjà eu l'occasion, tu vois, même en stage, d'apporter des clients. Donc je me dis vraiment, voilà, j'ai hâte d'enfiler la robe pour le faire moi-même. Donc le type de cabinet, c'est trop tôt pour te répondre. Ce serait de mentir parce que je sais pas encore. Par contre, sur quel avocat je veux être demain, je sais que ce sera un avocat qui aura vite sa clientèle, que ce soit dans un petit, moyen ou gros cab. Voilà, ça me paraît important. Le développement, moi je trouve ça hyper important, mais le fait de vouloir très vite développer ta clientèle, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est pour un sujet d'indépendance et le fait de ne pas être lié uniquement à sa collaboration? C'est le fait de, ça y est, on a fait X années d'études, on a envie de bosser pour soi parce qu'on est dans une profession libérale? Est-ce que c'est pour des sujets financiers? Est-ce que, enfin voilà, quelles sont les principales raisons qui te poussent déjà à vouloir le faire? Enfin déjà. Je pense que j'ai un côté un peu commercial. Et donc voilà, enfin je ronge mon frein parce que ça m'est déjà arrivé d'être à des événements, des soirées, etc. On m'a demandé ma carte, mais bon voilà, je peux pas exercer, donc je ronge mon frein. Et je pense que c'est tout simplement en fait c'est un peu tout ce que tu as dit en même temps. C'est-à-dire qu'évidemment financièrement c'est beaucoup plus intéressant quand t'es collaborateur et que tu fais un dossier perso. Faut dire voilà, quand t'es collab, t'as ta rétro, c'est fixe avec peut-être un variable qui peut arriver, etc. Mais je veux dire, le temps que tu passes sur ton dossier, évidemment que le cabinet va faire x2, x3, x4, ce qui est logique en même temps, c'est le jeu. Là où quand tu fais un dossier perso, déjà, pour le même temps donné, tu vas gagner du coup forcément 2-3 fois plus. Et en plus, je pense que quand tu es sur des dossiers perso, tu as une approche un peu différente. Parce que là vraiment, tu peux pas te dissimuler derrière le cabinet ou quoi que ce soit. Non, là c'est toi et le client. Il va falloir répondre à sa demande et assumer ce que tu dis. Donc quand tu envoies un mail, il faut le relire 2-3 fois. Voilà. Donc non, je pense que c'est. Et puis il faut pas oublier quand même que le statut de collaborateur, c'est d'avoir une certaine liberté. C'est quand même assez essentiel. Je sais que c'est oublié par beaucoup de cabinets. Mais c'est quand même essentiel. Et puis avoir sa clientèle, c'est aussi un élément d'indépendance. C'est-à-dire que voilà, t'as quand même un petit matelas. Si t'as besoin, si pour X ou Y raison tu dois partir, et t'as quand même cette possibilité-là. J'ai eu au micro ou en ligne un avocat qui m'avait dit une chose très juste et je l'avais pas perçue de cette façon-là. Et depuis, je trouve ça résume exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il faut prendre sa collaboration comme son premier client. Mais ce client ne doit pas être en monopole ou en quasi-monopole face à sa vie. Et je trouvais cette façon de le tourner extrêmement juste. Et on a parfois, pour plein de raisons, tendance à l'oublier, notamment quand on est
jeunes sur cette profession par manque parfois de soucis de légitimité. Il y a aussi cette notion de, la confiance en soi, c'est le genre de truc. Mais voilà, mais je pense que c'est en corrélation avec mon âge aussi, mais moi c'est bon quoi. C'est-à-dire que j'ai pas peur, je suis pas timide. Voilà, je veux y aller. Je sens que j'ai encore beaucoup d'énergie, donc tant mieux. Voilà, on continue. Et donc voilà, c'est pour ça que je pars avec cette idée que développer sa clientèle perso très rapidement, c'est primordial. Et peu importe le type de cabinet on est, il faut prendre le temps. Mais même si ça veut dire travailler le week-end, là encore, tu vois, moi ça me dérange pas. Je comprends que certains n'aient pas envie et qu'ils se contentent de faire la collaboration. Grand bien à leur face, mais chacun son grand. Qu'est-ce que, si on doit un peu clôturer tout ça, le fil rouge, c'est ta reprise d'études, c'est le fait de changer à 360 degrés de voie, même si je suis sûre que tu vas garder, évidemment, tout le bagage que tu as acquis. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, justement, qui se questionne sur le fait de reprendre ses études, de longues études? Qu'est-ce que toi t'en as tiré, avec un peu le recul, parce que ça y est, on touche à la fin de ces études, tu pourrais faire ressortir? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sur le plan économique, il faut se préparer. Moi je dirais à 27 ans, t'as pas droit aux bourses. Pôle emploi va pas te suivre. Donc voilà, moi j'ai fait Uber Eats pendant 5 ans et demi, des petits boulots, j'étais veilleur de nuit à l'hôtel, je travaillais à l'usine, etc. C'est pas une vie drôle sur le plan perso. C'est pas une vie drôle, ça a un impact. Ensuite, il faut aussi se rendre compte que bon, moi j'avais 27 ans, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui va s'apprécier in concreto, parce qu'en fait, à 27 ans, j'étais à un moment de ma vie où la majorité de mes proches avaient terminé leurs études. Ceux qui étaient encore en études, c'est parce qu'ils allaient devenir médecins ou autre, tu vois. Et du coup, en fait, tu vas avoir ce décalage toujours vraiment sur toutes ces années, et ça veut dire que tes proches vont acheter, vont être accomplis professionnellement, etc. Il faut quand même être capable de se préparer à une certaine frustration. Je me l'étais déjà dit à l'époque, mais il y a à se le dire et le vivre. Et donc, premier conseil, vraiment se préparer mentalement. C'est-à-dire, si vous le faites-le en acceptant qu'il y aura des difficultés, mais que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que je disais, voilà, l'argent, faut se préparer, donc soit en travaillant à côté, soit en ayant un pécule. Mais il faut vraiment... j'ai vu à quel point le fait de travailler à côté pouvait être délétère sur la qualité de mon apprentissage. Pour le CRFPA, c'est l'été où j'ai pas travaillé, où j'ai pu l'obtenir, tu vois. Et donc du coup, voilà. Et ensuite, il y a aussi toujours sur le cadre des proches, malheureusement, et pour avoir discuté avec d'autres personnes qui ont aussi repris leurs études, il y a aussi une certaine incompréhension de ses proches parfois. Pas forcément, c'est pas forcément méchant de leur part, mais ça crée forcément du négatif, parce qu'en fait ils vont pas comprendre. Attends, moi on m'a dit, mais attends mec, tu travailles, tu es météorologiste, c'est un très beau boulot, qu'est-ce que tu nous dis là, devenir avocat, etc. Et tu vois, tu peux avoir aussi très peu de soutien, malheureusement, mais si ça peut les rassurer, il faut savoir que sur le long, plus tu avances, plus en fait les gens vont dire, mais en fait, tu vois, la première année, ils vont demander un peu comment ça s'est passé. Exactement. Ah, mais tout courant, il a sa licence. Ok, master 2, enfin master 1, master 2, le CRFPA. Et en fait, là, si tu veux, aujourd'hui, c'est assez ironique, c'est que maintenant, mes proches, quand j'arrive à des événements en soirée, etc., ils disent, ah, mais c'est Ronan, il a pris 27 ans, alors que ceux qui pouvaient être critiques. Mais c'était pas négatif. C'est que malheureusement, les proches, quand ils nous veulent du bien, ne font pas forcément. Voilà. Donc, voilà. Économie, je pense ne rien oublier. Économie, se préparer mentalement, se préparer forcément aux critiques à côté, regard des gens, mais si vous avez envie, foncez, ça vaut le coup. Aucun regret. On a hâte de voir du coup la suite. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi Eva. Et du coup, ça a été espoir pour tous ceux qui veulent reprendre leurs études à 27 ans. Merci à toi. Merci. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neria-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite!